Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip & Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est LA plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip & Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur sailors, avec un z.com. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipnshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 87e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 20 septembre, il est 9h30 exactement et nous allons parler aujourd'hui des ETF 26 séries, circuit de catamaran à foil, dont la dernière étape de la saison, le Grand Pavois Foiling Event, débute la semaine prochaine à l'occasion du Grand Pavois de La Rochelle. Notre premier invité est celui qui, à la tête de l'équipe de Team Pro, a remporté toutes les courses de la saison. Une vraie légende du multicoque en France. Il a navigué en Tornado, en F18, en Norma, en mode 70, en Extrême Carotte, en GC32 et j'en passe. Monsieur Jean-Christophe Mourniac, qui est chez lui à Saint-Pierre-Quiberon. Salut Jean-Christophe. Bonjour à tout le monde, salut. Notre deuxième invité participe également au circuit cette saison, aux commandes d'Entreprise du Morbihan. Il a lui aussi un très solide vécu en multicoque. Il a notamment remporté le Tour de France à la voile en DM24 avec Quentin Delapierre. Il s'agit de Mathieu Salomon qui est chez lui à Vannes. Salut Mathieu. Bonjour Axel, bonjour à tous. Et nous recevons enfin celui qui, depuis le début de l'année, est le nouveau patron des ETF 26 séries, Pierre Picot, qui a racheté le circuit à Absolute Dreamer, la société de Jean-Pierre Dick qu'il avait créée. Bonjour Pierre, qui était chez lui à Séné. Oui, bonjour Axel, bonjour à tous. Eh bien, messieurs, avant de vous donner la parole, je vais faire juste un petit récapitulatif rapide sur ce début de saison avec 4 épreuves qui ont été disputées jusqu'ici lors du Speed West France, de l'Euro4 à Carnac, du Red Quiberon et de la Foiling Week sur le lac de Garde, qui, comme je le disais en ouverture, ont toutes été remportées par Team Pro, l'équipe de Jean-Christophe Mourniac, qui est donc bien évidemment en tête au classement général avant l'ultime épreuve de la saison, le Grand Pavois Foiling Event, devant Youth Foiling Team mené par Charles d'Orange et Entreprise du Morbihan, l'équipe de Mathieu Salomon. 8 équipes seront présentes à La Rochelle, une participation qui est plutôt à la hausse par rapport à l'année dernière, et dont 3, je crois, sont étrangères, ce qui est à noter. On va en reparler avec nos invités. Et on va commencer avec vous, Pierre. Vous avez donc repris les rênes du circuit en début d'année, succédant à Absolute Dreamer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, déjà vous présenter peut-être à nos auditeurs qui vous connaissent un petit peu moins, et nous expliquer pourquoi vous êtes intéressé à ce circuit? Oui, tout à fait. Donc j'ai repris donc non pas le circuit, mais l'activité de construction des bateaux à Absolute Dreamer, à Jean-Pierre Dick, qui avait lancé effectivement la série. Donc c'est une grosse découverte pour moi. Donc je suis vraiment très heureux d'avoir fait la saison, cette première saison là, et voilà, c'est vraiment un excellent bilan. J'ai vraiment été impressionné moi, par la qualité des événements et la qualité des équipages avec beaucoup de diversité. Moi, j'ai fait ce choix-là pour un peu une grosse motivation aussi pour arriver dans ce milieu un peu de la voile de compétition qui me passionne vraiment. Donc c'est un peu un changement professionnel puisque je dirigeais une société spécialisée dans les énergies renouvelables. Donc c'est un gros challenge aussi pour moi, et voilà, je suis vraiment satisfait de cette première saison, quoi. Donc ça me motive
encore plus pour la suite. Et qu'est-ce qui vous a intéressé en particulier sur ce circuit des ETF 26 séries? Bah, c'est vraiment que ça représente la voile de nouvelle génération. C'est voilà, c'est vraiment le futur des régates aujourd'hui. Voilà, on est aussi, enfin, on se rend compte que effectivement c'est un circuit un peu préparatoire aussi à des événements un peu plus de haut niveau, type les Sail GP. Enfin, on se rend compte qu'on devient vraiment aussi un plateau intermédiaire. En fait, c'est un peu, on est le niveau un peu en dessous et on attire du coup un peu bah, pas mal d'équipes qui souhaitent aussi se préparer à ces très grands événements, notamment beaucoup cette année, on a pu recevoir pas mal d'équipes féminines, dont l'équipe néo-zélandaise, une équipe danoise. On aura une équipe anglaise aussi, justement pour La Rochelle, donc qui viennent ici pour se former concrètement pour les événements SailGP ou America's Cup, quoi. Donc c'est vraiment une très belle reconnaissance du circuit. Ouais, on reparlera tout à l'heure de cette internationalisation du plateau qui est effectivement, très intéressante. Jean-Christophe, Mathieu, vous participez, de votre côté depuis plusieurs saisons au circuit que vous avez d'ailleurs, l'un comme l'autre déjà remporté. Qu'est-ce qui vous a, vous, attiré sur ce circuit? On va commencer, par toi, Jean-Christophe. Écoute, moi j'ai commencé en 2019. Voilà, donc moi le bateau il m'intéressait, je voulais l'essayer parce que je le trouvais assez joli de l'extérieur et puis le fait de voler, bon, comme il l'a très bien expliqué Pierre, c'est enfin tous les bateaux volants c'est l'avenir de notre voile de compétition. Donc là il y a eu une opportunité avec Jean-Pierre, j'ai saisi l'opportunité, j'ai adoré le bateau. Il était à la fois très technique, c'est un vrai multicoque, c'est-à-dire qu'en dessous de 8 nœuds, ça reste un bateau archimédien, donc avec toutes les difficultés que ça présente en archimédien, parce que avec les foils, il y a quand même un petit peu de traînée, du coup ça devient très 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 technique. On est à 3, donc voilà, c'est pas facile en termes d'équipage, en termes de communication. Et puis à partir du moment où on commence à décoller, donc à 8, 9, 10 nœuds de vent, là ça devient un support totalement différent, donc il a fallu réapprendre à complètement notre activité, quoi. Et ça m'a vraiment, enfin ça m'a plu. Et puis moi je suis plus que convaincu, je suis un acharné aujourd'hui du bateau volant, et le bateau volant ça n'a rien à voir avec l'archimédien, c'est vraiment une activité différente, et pour moi ça a été une énorme bouffée d'oxygène de passer sur ces bateaux volants, parce que en plus c'est l'avenir, donc c'est génial, quoi. Bon, tu donnes envie. Mathieu, tu partages l'avis de Jean-Christophe? Ouais, complètement. C'est sûr que c'est un bateau qui est super intéressant à naviguer. Comme le disait Jean-Christophe, que ce soit en archimédien ou en volant. Bon, ce qu'on préfère évidemment, c'est voler. Mais c'est un bateau qui est complet, qui reste accessible, mine de rien, parce que d'où le nom à la base de la création du bateau qui était Easy to Fly, qui demande quand même une certaine exigence, que ce soit physique et technique. Mais ouais, ce qui est super intéressant, c'est quand même l'exigence et surtout le plateau aujourd'hui qu'il y a en termes de compétition sur les ETF Series, avec un bateau volant, une série qui est internationale, un plateau très relevé évidemment parce qu'il y a beaucoup de médailles mondiales et voire olympiques sur le plateau. Donc tout cet ensemble fait que c'est une série extraordinaire. Ouais, est-ce que tu peux nous parler de ton équipe à toi? Comment s'est montée cette équipe? Quels sont un peu, tes partenaires et avec qui tu navigues sur ce circuit? Mais en fait, moi, je naviguais sur le projet ETF l'année dernière pour Jean-Pierre Dick, sur son bateau, puisque lui avait décidé d'arrêter de naviguer en ETF 26, donc je l'ai remplacé à la fois en tant que navigant et en tant que gestionnaire de projet. À l'époque, c'était Billy Besson qui naviguait sur le bateau, et avec Valentin Bellet. On a fait une saison entière tous ensemble, qu'on a remporté. Et cette année, en fait, Jean-Pierre m'a offert l'opportunité de reprendre le projet avec certains partenaires. Donc, je
le remercie encore de m'avoir un peu aidé à me lancer sur ce circuit. En fait, j'ai réussi à trouver des partenaires, donc à garder les partenaires un peu historiques du bateau, c'est-à-dire Ultimate Fishing, et à trouver et à réunir aussi les partenaires que j'avais du temps, justement, Tour de France à la voile, etc., comme Groupe Carexo, etc., qui me suivent avec d'autres nouveaux partenaires sous l'entité Entreprise du Morbihan, ce qui fait que j'ai réussi à remonter ce projet pour l'année 2022. Cette année, on a une équipe complète, puisque donc je continue de naviguer avec Valentin Bellet, qui connaît très bien le bateau, qui connaît très bien la série, et avec qui on est assez complémentaires. Et qui lui a aussi, je précise, a lui aussi gagné le Tour de France Le Tour de France à la voile. à l'époque de Béjaflor. Exactement. Donc c'est un marin super complet, très très carré, et c'est super intéressant de naviguer, enfin, en tout cas d'avoir un profil comme ça dans son équipe. Et j'ai deux personnes qui barrent le bateau, c'est-à-dire que j'ai Gurvan Bontemps, qui a barré une partie de la saison, et Franck Camas, qui a barré pour le Red Quiberon et qui sera là pour le dernier event à La Rochelle. Bon, bel équipage alors. Ouais, c'est vraiment une superbe équipe. Tout le monde apporte beaucoup sur le projet, et du coup, comme c'est un peu une année de lancement et de transition pour nous, c'est assez enrichissant d'avoir des profils comme ces trois personnes autour de moi pour pouvoir améliorer le projet, le pérenniser et pouvoir revenir encore plus performant l'année prochaine. Donc, ouais, je pense que je suis très content d'avoir une équipe et d'être aussi, enfin, comme ça, et d'être aussi bien entouré. Jean-Christophe, de ton côté, Team Pro aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce projet, comment il s'est monté et qui compose un peu l'équipe avec toi et quels sont les partenaires derrière? Ouais, écoute, Team Pro, on a créé ça en 2019. Du coup, c'était au départ un peu dans la même configuration que Mathieu. On était sous la tutelle de Jean-Pierre avec Absolute Dreamer. Et il m'a présenté David Vaidi, qui est le patron de chez Proclim, une entreprise qui fait de la climatisation. Et avec David et Christophe Villéger, un ancien partenaire aussi à Jean-Pierre. Et l'histoire a démarré comme ça, tous les trois. Et puis, on est sorti de chez Absolute Dreamer en 2020. Et puis, à partir de là, les sponsors ont commencé à mettre vraiment le pied à l'étrier. Ils sont plus que moteurs dans l'histoire parce que ils sont à la fois, bien sûr, ils gèrent le financier à 100%, mais au-delà du financier, ils sont en permanence. Moi, je suis en relation en permanence avec eux. Et on est au quotidien, c'est-à-dire au téléphone, pour essayer de faire progresser le projet, le faire avancer, sachant que eux, ils ont leur objectif dans cette histoire-là, c'est la priorité, c'est les RP, c'est pour pouvoir inviter leurs clients et faire naviguer les clients sur le support et partager un bon moment avec eux pour que derrière on imagine le mieux quoi pour eux. Et puis nous, de notre côté, j'ai commencé avec Mathieu notamment en 2019-2020, Mathieu et Antoine Joubert. Et puis en 2021, après le Covid, avec le Covid, il y a eu une espèce de période un petit peu d'incertitude, notamment au niveau de notre choix d'aller sur le circuit ou pas avec notre partenaire. Et puis on est revenu en 2021 en fin de saison. Et là, j'avais reconstitué une nouvelle équipe, donc des gens avec qui j'avais plus l'habitude de fonctionner par le passé à travers le Tour de France à la voile. Donc j'ai repris mes équipiers avec qui j'avais fait mes années grandeur nature. Donc j'ai repris Tim, mon fiston, qui est en olympisme aujourd'hui en Accra 17. On a repris Pierre-Yves Durand, qui est un équipier avec qui j'ai fait énormément de choses et je continue aujourd'hui au quotidien à être avec lui. On partage beaucoup d'activités. Et puis Benjamin Amiot, celui-ci nous a rejoint. Benjamin a une expérience de dingue sur les bateaux, sur les supports volants en équipage. Donc nous a beaucoup apporté. Et puis on a eu un petit intérim de Bruno, je l'oublie pas, Bruno Mourniac, c'est mon neveu. Il a aussi une forte expérience sur les bateaux volants. Il nous a dépanné. Donc voilà, on est une équipe de 5 personnes. Sportive et voilà, donc on a réussi à réussir à fédérer autour de ces gens-là. On s'entend tous très bien, on partage énormément d'activités ensemble et puis voilà, dès qu'on est en course, on est focus tous les 5, en tout cas les 3 présents, et puis les 2 sont jamais très loin, les 2 autres
à travers notre groupe WhatsApp, et on est tous focus pour que le résultat final soit le meilleur à la fin, quoi. Ouais, Mathieu parlait tout à l'heure de bateaux accessibles, de circuits accessibles. Aujourd'hui, pour participer à une saison entière sur le circuit, ça représente un budget de combien? Bah, pour être bien, après Mathieu, je sais pas trop, mais nous, on va dire, on est autour des 150 000 par an pour être, pour pouvoir. Nous, on est sur un projet pro, hein, une équipe pro, donc tout le monde est payé. Donc ça, c'était la règle number one. Donc et puis à partir de là, ben on essaye de de faire en sorte qu'en termes de matériel, on soit armé pour pouvoir jouer la gagne. Donc faut que les bateaux soient bien préparés. Et puis ben après, il y a les périodes d'entraînement. Pour faire encore mieux, il faudrait bien sûr plus de budget, c'est évident, mais avec ça, déjà, aujourd'hui, ça nous permet de très très bien fonctionner. On prend des athlètes déjà, enfin des équipiers déjà aguerris. C'est pour la simple et bonne raison, c'est que nous, on peut pas naviguer au quotidien, on peut pas faire 6 semaines, 10 semaines d'entraînement. Donc, quand vous prenez des gens comme Benjamin, Pierre-Yves ou Tim ou Bruno, c'est des gens dont vous êtes sûr qu'ils vont sur d'autres projets naviguer un certain nombre de temps toute l'année. Donc entre le TF35, le Nacra 17, la Wing, je ne sais pas quoi, et en fait c'est des gens qui volent tous les jours, donc pratiquement tous les jours. Donc là, on est sûr que quand ils viennent à bord, en tout cas au niveau technique et au niveau physique, il y a zéro problème, quoi. Parce que du coup, vous vous entraînez très peu en dehors des compétitions? Non, on s'entraîne pas en dehors des compétitions. On essaye de bien préparer notre bateau en période hiver. Après, on bloque en moyenne entre 6 et 10 jours d'entraînement avant le début de la saison, donc effective. Et puis après, on a les 2-3 jours d'entraînement avant les régates où là, on fait les derniers réglages. Et voilà, donc non, on peut pas, c'est pas possible avec des budgets. Il faudrait qu'on double les budgets pour pouvoir vraiment rentrer dans un système type Coupe de l'Amérique ou etc., où on est vraiment des spécialistes du support à 200%, quoi. Nous, c'est pas le cas. Mathieu, ton budget, toi, c'est sensiblement le même, autour de 150 000 euros? Non, j'aimerais bien, mais malheureusement, moi, ce que j'expliquais, c'est un peu un projet en transition, donc moi, j'ai pas beaucoup de budget cette année pour être. Mais voilà, l'objectif, c'est justement d'avoir un budget qui puisse me permettre de fonctionner aussi bien que Kinou. Donc c'est vrai que oui, aux alentours des 120, 150 000, c'est des budgets qui sont entendables pour pouvoir performer. Pierre, il y avait donc, comme je disais tout à l'heure, il y a 8 équipes qui ont participé quasiment à l'intégralité du circuit cette saison, ce qui est un peu plus que les autres années où il y avait plus 5, 6, voire 7 équipes de temps en temps. Comment vous voyez un petit peu l'avenir en termes de plateaux? Est-ce que vous voyez arriver des nouvelles équipes et combien il y a déjà de bateaux disponibles? Combien au maximum il pourrait y avoir d'équipes sur ce circuit? Alors oui, on voit nettement effectivement plus d'intérêt des équipes des Anglo-Saxons, effectivement. Donc on a eu cette année l'équipe néo-zélandaise qui est arrivée dès le début de saison. On a eu donc on aura une nouvelle équipe anglaise donc à La Rochelle avec qui s'appelle Athena Passway, donc qui est gérée par Anna Mills et Ben Aisley, dans le cadre de leur préparation au CLGP et à la Coupe de l'América. On a aussi eu donc une équipe danoise qui est arrivée. Pareil pour s'entraîner pour entraîner les équipières en fait au circuit CLGP. On a aussi d'autres marques d'intérêt, d'autres équipes CLGP, type les Canadiens, les Espagnols, donc ils se posent ils se posent vraiment des questions là pour l'année prochaine. Ils sont vraiment ils sont intéressés. On a une équipe finlandaise qui devrait aussi nous rejoindre l'année prochaine, qui vient de racheter
bateau cet été, un bateau qui était en Allemagne, qui n'était pas encore dans le circuit. Donc, ça va être un nouveau bateau qui va rejoindre le circuit l'année prochaine. Donc, on vise l'année prochaine, je pense, 10 équipes, voire voilà. Aujourd'hui, on pourrait être au maximum 11 avec les bateaux construits. Donc voilà, c'est l'objectif de l'année prochaine, minimum 10. Et puis après, voilà, la prochaine étape, effectivement, ce serait de relancer des nouvelles constructions de bateaux courant d'année prochaine pour développer encore le circuit à l'horizon 2024. Et donc ça, c'est acté ou c'est en projet? Vous en êtes où là-dessus? Pour les nouvelles constructions? Oui, pour les nouvelles constructions. Oui, bah enfin, donc on travaille, on est à une étape aussi, on souhaite aussi faire évoluer optimiser un peu les appendices des bateaux. Donc notamment, ça va être l'évolution qui sera proposée pour l'année prochaine, c'est d'apporter un réglage d'incidence en fait des safrans que l'on n'a pas aujourd'hui, donc qui peut être un peu pénalisant pour lancer un peu le vol. Donc c'est un système de réglage du rec qui sera proposé là, qui est en cours de la partie conception est achevée. On va lancer un premier prototype là pour faire des tests d'ici la fin d'année, quoi. Et donc avec mise en place début 2023. Et puis oui, après, donc moi, c'est ma prochaine étape, c'est effectivement pouvoir reproposer, recommuniquer sur des constructions de bateaux pour l'année prochaine. Oui. Jean-Christophe, c'est un circuit, on le voit, qui s'internationalise pas mal avec justement, comme le disait très bien Pierre, des équipes intéressées venant de CLJP, de la Coupe. Ça devient une vraie plateforme, on va même pas dire d'entraînement, mais en tout cas de répétition en vue de ce genre de circuit. J'imagine que c'est assez sympa cette dimension internationale. Ça vous plaît, j'imagine? Ouais, c'est génial. C'est génial. Il faut. Là, dans les noms qu'on a cités, il faut pas oublier Gibson, qui est quand même champion du monde de NACRA 17. Il est quand même avec les Anglais, il est avec Marc là. Donc non, il y a du lourd là, il y a du très très lourd. Et puis le fait que ça intéresse les étrangers, et croyez-moi, il y en a beaucoup qui sont intéressés. Moi, je suis issu du milieu du catamaran de sport, donc au niveau international, j'ai eu pas mal d'échanges, notamment avec des Australiens, là il y a les Canadiens qui sont intéressés. Bon, aujourd'hui, malheureusement, il manque des plateformes. Sinon, honnêtement, ça serait une série incroyable. Donc voilà, et je pense qu'il y a une autre dimension qui est en train de prendre vraiment vraiment beaucoup d'ampleur. C'est que le bateau n'est pas hyper physique, et le fait qu'on ait lancé des équipages féminins, là, il va y avoir une vraie course à l'intérieur des courses, c'est-à-dire que on se rend compte que les filles, elles sont en train de progresser énormément, elles sont au début d'une histoire aussi, et je pense qu'à terme, on peut imaginer un bateau ou un circuit, peut-être pas 100% féminin, mais où vraiment les filles, on sera en tout cas à 50-50, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. Le bateau, il le permet. Là, on voit avec Team Pro Lady, là, nous, on a mis un deuxième bateau pour les filles avec Mathilde Giron comme skipper. On les fait naviguer à 4 pour qu'elles rentrent dans le range de poids. On a un poids mini, un poids maxi. Et en fait, à 4, elles tiennent très très bien le bateau. Elles sont capables de faire des vitesses incroyables. Sur le dernier Grand Prix, par exemple, au Lac de Garde, on s'est tiré la bourre avec l'équipage féminin Neo Z jusqu'à la dernière manche, quoi, avec Liv. Bon, Liv, elle a un niveau incroyable. Elle a été dans les 5 premières mondiales en ACRA 17 sur la PO du Brésil. Donc voilà. Donc tout ça fait que je pense qu'on est vraiment dans une super énergie, hyper positive. On essaye de grandir, on grandit pas trop vite, on fait attention. Mais Pierre, il vient d'expliquer que aujourd'hui, le but, c'est quand même de faire naviguer les bateaux existants et les faire évoluer sur une V2, une version 2 qui permettrait aux bateaux de voler aussi bien au près qu'au portant. Et là, franchement, on sera un bateau totalement complet et on sera plus qu'une plateforme d'entraînement pour les gens de la Coupe. On va devenir une plateforme d'excellence de haut niveau où les gens viendront essayer de gagner notre circuit, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, pour
pour continuer à progresser, vraiment, si on voudrait encore grandir, il faudrait que la classe et le circuit drainent un petit peu plus d'argent pour qu'on parle encore plus de nous, pour qu'on arrive à encore organiser des événements encore plus attractifs, on va dire, sans devenir CLGP, parce que CLGP c'est le très 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 haut niveau, mais franchement le support il est juste incroyable, franchement, et donc on n'est pas très loin de tout ça, et ça se fait doucement, dans une bonne intelligence, et voilà, croisons les doigts, mais moi je suis assez content et assez fier de où va dans la direction dans laquelle on va, quoi. Tu parlais de Liv, je précise, c'est Liv McKay qui est donc la skipper de l'équipe néo-zélandaise Live Ocean Racing, qui est une équipe qui a été qui est soutenue par Peter Burling et Blair Tuke, qu'on ne présente plus. Tu parlais aussi de l'équipe Lady Team Pro, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Oui, les Didi Pro, ouais. que vous avez lancée avec une certaine Lou Mourniac qui fait partie de la famille très proche. Il y a des Mourniac partout sur le circuit ETF 26. Raconte-nous comment vous avez lancé cette équipe. C'était une volonté de ta part, du sponsor? Comment ça s'est passé? Non, c'était ça a été une idée, voilà, ça a été d'abord une volonté du sponsor, parce que c'est quand même David qui a tout mis en place pour que cette histoire existe, et il a rallié autour de lui des partenaires amis entre guillemets, parce que voilà. Alors à quel moment ça s'est fait, je peux pas vous dire. On a fait des RP en Corse en 2021 et on a passé des tels moments fantastiques que c'est pas totalement étranger à ce moment-là, quoi. Donc voilà. Et David, David, c'est un visionnaire, donc il a monté l'histoire, il a mis l'argent. Moi, j'ai fait en sorte que le bateau puisse fonctionner. Voilà, on a recruté une skipper, Mathilde, et Mathilde a constitué son équipage. Voilà, tout simplement. Il y a rien de très compliqué dans notre histoire. Le seul truc, c'est que on est fiers qu'elles soient avec nous. On fait partie de l'équipe. Aujourd'hui, elles n'ont pas totalement pu s'exprimer, parce que on est confronté au fait que aujourd'hui on passe peu de temps à s'entraîner. Donc elles s'entraînent en même temps qu'elles régatent. Donc il va falloir qu'elles appréhendent. Elles n'avaient aucun objectif de résultat cette année par les sponsors ou de mon côté. Donc voilà, donc on va réfléchir pour la suite pour essayer d'améliorer le projet, mais le projet il est génial, et il y a une ambiance de dingue dans notre équipe, et nous on est très fiers de ça, quoi. Mathieu, toi, quand tu vois arriver sur le circuit une équipe néo-zélandaise soutenue par Peter Burling et Blair Tuke, comme disait Pierre, une équipe anglaise soutenue par Ben Ainsley et Anna Mills, des Danois qui sont par ailleurs inscrits sur le circuit CLGP, ça tire le niveau vers le haut, selon toi? Ouais, complètement. Et je pense que on peut vraiment être fier d'avoir une classe française, parce qu'il faut le rappeler, c'est quand même un bateau qui est français, qui attire autant d'internationaux. Aujourd'hui, quand je faisais le compte, si on compte l'équipage franco-suisse d'Yvan Bourgnon, en fait, il y a sur 9 bateaux qui ont fait les régates cette année, il y en a 5 qui sont étrangers et 4 qui sont français. Donc sur une série aussi technique et aussi pointue, je pense que on est content de voir ces chiffres-là, et comme disait Kino aussi, d'avoir autant de femmes qui arrivent sur le circuit. Voilà, je trouve que ça révèle aussi que ce support-là est accessible à tout le monde, tant pour les femmes que pour les hommes, et que nous, dans la classe, on milite pour que justement, en autorisant, enfin, en tout cas en favorisant la navigation à 4 pour les femmes, etc., pour que ce circuit-là soit en mixité complète. Donc c'est sûr que pour moi c'est un circuit qui est dans l'air du temps, avec un niveau qui continue de s'élever à chaque event. Alors c'est sûr qu'on manque peut-être d'entraînement et en tout cas de moyens peut-être pour pouvoir faire des saisons comme on faisait par exemple sur le Tour de France à la voile ou autre. Mais c'est ce qui fait aussi que en tout cas que le projet peut plaire, c'est la dimension assez humaine, et en termes de finances, c'est quand même raisonnable pour un bateau à foil, si on compare à des bateaux comme le GC ou ces bateaux-là. Donc c'est vraiment je pense un bateau qui gagne à être navigué, et à mon avis, comme
les directions qu'on prend, en tout cas en termes de développement du bateau, vont faire que, comme disaient Pierre et Kinou, que le bateau va devenir de plus en plus entre guillemets sexy pour les teams et ça va attirer du monde, c'est sûr, et on a déjà de la demande, donc c'est sûr que on est dans une spirale positive et que en plus ces teams qui viennent de l'étranger et qui sont quand même adoubés par les plus grands noms de la voile, ben mettent en valeur ce circuit-là et ce bateau. Donc ouais, vraiment, moi je crois beaucoup en ce bateau et en cette série qui se développe vraiment très vite. Ouais, Pierre parlait de V2, hein, donc avec notamment la possibilité de régler l'incidence des foils l'année prochaine, voire de nouvelles constructions à venir après. Est-ce que le bateau existe depuis 2018, hein, si je me trompe pas? Est-ce que quelque part le bateau il est arrivé un petit peu en bout de développement dans sa version initiale et comment tu vois ça? Non, je pense que on a encore beaucoup à apprendre sur le bateau, mais c'est surtout que ben, le foil s'est développé très vite et que finalement on se rend compte que avec les technologies développées par la coupe, ça nous a fait avancer à pas de géant en fait dans le développement des foils. Et aujourd'hui, on est capable de faire potentiellement voler le bateau au près sans trop de modifications. Et aujourd'hui, un bateau qui vole au près et au portant, ben c'est vraiment ce qu'il faut aller chercher, je pense, pour pouvoir séduire toutes les équipes et puis nous, pour nous skippers, s'éclater sur l'eau. Donc c'est vraiment un timing à mon avis qui est bon pour nous. C'est pas trop rapide. C'est vraiment on arrive à un point où ben voilà, il faut qu'on passe un peu le step pour pouvoir aller chercher justement ces équipes potentiellement qui sont en GC mais qui regardent du coin de l'œil le TF26, etc. Et je pense qu'en faisant voler le bateau au près, ben on va pouvoir vraiment attirer du monde, quoi. Bon, donc Pierre, c'est la prochaine étape, faire voler le bateau au près. C'est effectivement l'objectif, effectivement Ouais, des années à venir. Et ouais, c'est vraiment l'orientation à prendre pour aussi pérenniser la flotte, attirer encore davantage d'équipage. Et puis effectivement, voilà, ce sera vraiment un nouveau bateau peut-être à venir. Et c'est vrai que dans les objectifs aussi, effectivement, du circuit, c'est vrai voilà, ça fait partie de nos missions, c'est d'aller chercher effectivement, trouver un partenaire qui souhaite s'associer effectivement aux ETF Series pour nous apporter effectivement plus de moyens dans l'organisation des épreuves, dans la communication, et donc voilà, c'est aussi notre priorité, et voilà, ça passera par effectivement davantage de moyens pour la classe. bon, vous cherchez un partenaire titre en gros du circuit, ça serait quoi le ticket d'entrée? Bah, on 1 cherche million d'euros. 1 million d'euros. non, on va chercher un budget effectivement autour de 100 000 euros voilà, idéalement pour compléter le budget de la classe qui aujourd'hui est constitué uniquement des adhésions des équipages, quoi, D'accord, qui sont de l'ordre de combien les adhésions? qui sont de l'ordre de 8 000 euros par équipe pro à l'année, quoi. D'accord. On parle, un petit peu de sport maintenant. Mathieu, comme je le disais en ouverture, de cet épisode, Jean-Christophe et son équipe de Team Pro, ont tout gagné, depuis le début de la saison. Comment tu expliques un peu cette domination? En quoi, c'est toi qui les affrontes sur l'eau, en quoi ils sont supérieurs? Ben, je pense que ouais, ils ont un bon vécu du bateau déjà, avec l'équipe qu'il a réunie là sur les 2 dernières saisons. Donc voilà, je pense il maîtrise quand même du bateau, il connaît bien le bateau, ça fait des années qu'il est sur le bateau. Tu me diras moi aussi, mais en gestion de projet, enfin son projet est bien abouti, il a des partenaires solides, des financements solides, ce qui lui permet de faire voilà, de bien bosser d'avoir le temps et de prendre le temps de bien bosser sur son bateau, que ce soit en technique, en préparation, etc. Donc
Donc voilà, au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. Hein. Je pense que l'argent aide aussi à voilà, à bien préparer le bateau et les hommes. Après, voilà, on a bien vu qu'ils naviguaient super bien, qu'il y avait très peu de déchets dans leur fonctionnement. Donc aujourd'hui, je pense que c'est voilà, c'est la recette qui fait que aujourd'hui il est devant. Nous, on espère aller les chercher l'année prochaine avec un projet un peu plus structuré. Donc, moi, c'était un peu le lancement cette année. On est passé à côté de certaines choses. On a fait des choses aussi très bien. Donc, voilà, sur un projet en devenir, je suis assez confiant. Donc voilà. Est-ce que, Jean-Christophe disait qu'ils n'avaient pas le temps, pas ni les moyens de s'entraîner, en parallèle. Est-ce que vous arrivez à vous entraîner un petit peu ou c'est pareil, vous vous entraînez juste, les 2-3 jours avant la régate? Bah, nous, c'est un peu pareil, c'est un peu dur. C'est vrai que moi, j'ai vraiment beaucoup moins de budget que Team Pro, par exemple. Et du coup, tout ce qui est phase d'entraînement, c'est un peu compliqué. On les fait un peu comme eux, hein. On arrive plutôt sur les régates, on essaye de se caler ensemble. L'avantage qu'on a, un peu comme l'équipage de Team Pro, c'est que Valentin et moi, on connaît plutôt bien le bateau. Donc dans les réglages, dans le fonctionnement, et après on a eu des personnes qui sont quand même très compétentes, puisque quand même Gurvan c'est un spécialiste du multicoque qui a développé aussi le bateau, donc il a une vague idée de comment ça fonctionne. Et Franck, bah, pareil, je pense que le foil il connaît plutôt pas mal, le multicoque encore mieux. Donc c'est des personnes qui mettent pas plusieurs jours à se caler sur le support. Donc, ce qu'on essaie de faire, par contre, c'est d'être assez rigoureux sur le suivi, sur les prises de notes, enfin voilà, d'être assez strict pour pouvoir gagner du temps sur les prochaines navigations, puisqu'on sait qu'on n'a pas le temps de beaucoup naviguer, et surtout c'est pas le temps, c'est pas le budget. Donc voilà, c'est ce qu'on est, en tout cas de notre côté, c'est d'avoir une certaine rigueur sur le suivi des réglages, ce qu'on peut faire d'habitude, hein, sur tous les supports, mais encore plus accru sur ce bateau-là, puisqu'on n'a pas les heures de nav escomptées. Bon, est-ce que vous allez réussir à les battre ou à les remporter quelques manches à La Rochelle? Est-ce que l'objectif avec, Franck à la barre, ça sera d'aller chercher 1 ou 2 Ah manches, oui, oui, d'aller quelque bah c'est sûr que moi, si je vais sur l'eau, c'est pour être devant, hein, donc oui, oui, moi, si je vais, enfin voilà, l'objectif il est clair, c'est d'aller gagner La Rochelle. Donc après, à nous d'être solides aussi, parce qu'ils laissent pas beaucoup de miettes aux autres. Donc faut pas faire d'erreur. Ils sont assez rapides cette année, donc faut vraiment quand on est devant réussir à les contenir. Et donc voilà, à nous d'être solides. Mais moi je suis assez confiant. On a une belle équipe. Franck il connaît bien le bateau maintenant parce qu'il a déjà fait un event avec nous. Donc, il n'y a plus qu'à. Jean-Christophe, comment toi tu vois un petit peu la concurrence? Vous avez, comme je le dis, tout gagné. Est-ce qu'il y a eu des compétitions un peu plus dures que les autres? Comment tu vois un petit peu la concurrence cette année et sur le Grand Prix qui vous attend à La Rochelle? Ouais, ouais, la concurrence. Bah, écoute, nous, c'est vrai que cette année, on a été dominateur. On a gagné beaucoup de confiance. Puis on a eu une saison un peu particulière parce qu'on a quand même un début de saison avec très très peu de vent. Et finalement, on était au début du vol où des fois il fallait pas voler, etc. Donc, je pense que on a réussi à faire en sorte, de par notre expérience, moi aussi, parce que j'ai quand même un gros vécu sur les supports multicoques, on a réussi à s'adapter à toutes les conditions un petit peu différentes qu'on a eues, un peu plus rapidement que tous les autres, quoi. Donc, parce que c'est vrai que on n'a pas vraiment le temps de s'entraîner. Donc, c'est ça qui fait notre force, c'est qu'à chaque fois, on a un petit grain d'avance au moment où on va partir, au moment du départ, et du coup, c'est vrai que ça nous a permis de gagner pas mal de manches cette année. Et pour ce qui est de La Rochelle, c'est sûr que la flotte là, elle a énormément progressé, elle continue à progresser à La Rochelle, et c'était vrai dans les années précédentes aussi. C'est que à chaque fois en début de saison, il y a quand même des écarts, et puis très honnêtement, au lac de Garde, les écarts ils étaient vraiment minimes, ça se joue à rien.
Et là, à La Rochelle, le mec qui va passer la première bouée en tête, il y a quand même 90 chances ou 99 chances qu'il gagne la manche. Donc là, quand on est rendu là, ça veut dire qu'il faut prendre le meilleur départ, il faut trouver dans le border reaching, il est quand même hyper important. Donc ça veut dire que le niveau de la flotte est vraiment monté, il monte au fur et à mesure de la saison, et que c'est pas parce que vous arrivez et que vous avez dominé derrière vous toute la saison que vous êtes largement favori du dernier event, pas du tout. Donc nous on va aborder notre dernier événement à La Rochelle avec beaucoup de plaisir, parce que nous, notre priorité, c'était gagner le championnat. Et donc, le championnat, il est quasi acquis, entre guillemets. Donc, il faut, les points exacts, je sais plus trop, mais donc, il faut qu'on se fasse d'abord plaisir, et puis qu'on donne du plaisir à notre partenaire. Et puis voilà. Et puis après, on essaiera de jouer au mieux, manche par manche, et puis on comptera à la fin pour la régate de La Rochelle, quoi. Tu parlais de border reaching, ça monte à combien de TF26 sur un border reaching dans la brise? Ouais, dans la brise, ça peut. En fait, ça dépend vraiment de l'orientation du reaching, et donc le comité est très. C'est lui qui va déterminer un peu ce bord-là, selon comment il va positionner sa bouée. Mais on va dire qu'au moment où on est en train de tirer la barre, quand on part sur la battée, là, il y a une accélération incroyable. On se prend vraiment des jets. Et je sais pas, les vitesses maxi, on peut monter avec un riz, un sous-foc, sans dérouler le code 0. On peut être à ce moment-là à 32, 33 nœuds. La vitesse cible du bateau, qui a été réalisée par les jeunes, du Use Team là, de Charles d'Orange, je crois qu'ils ont fait une pointe à 37 nœuds en 2021. Ouais. Voilà, donc bon, il y avait des conditions vraiment, l'environnement était juste parfait pour pouvoir faire une pointe de vitesse. Mais nos maxi vitesses, elles sont autour de 32, 30, 33, 34, quoi. Voilà. Et après, au portant, on évolue assez rapidement entre 25 et 29 nœuds. Voilà. Donc voilà à peu près les vitesses cibles qu'on a. Et au pré, en archimédien, on est à la limite du décollage, parce qu'on évolue entre 13 et 15. Et notre bateau décolle à 14-15. Donc, on les fait pas décoller au pré aujourd'hui parce qu'on a trop de leeway, c'est-à-dire qu'on va perdre trop sous le vent. Mais il faudrait vraiment pas grand-chose il faudrait qu'on gagne 2 nœuds pour que le bateau vole au pré. Et là, ça serait. Faut se dire que ces bateaux-là, quels que soient les bateaux volants, à partir du moment où tu passes de l'archimédien au volant, tu gagnes 4 nœuds. Donc, c'est 4 nœuds de vitesse de gain assurés. Donc voilà. Après, malgré tout, il faut faire le moins de chemin possible. Donc, il faut trouver le bon compromis. Et là-dessus, on a encore beaucoup à apprendre. Et véritablement, il y a le changement de jauge là qui va se faire avec les safrans réglables. Il va falloir qu'on s'entraîne pour qu'il va y avoir encore plein de choses à apprendre, quoi. Et le format des régates, par exemple, sur La Rochelle, c'est quoi? C'est plusieurs manches? Comment ça se passe En exactement? fait, on s'est un peu, au fil du temps, on a pas mal progressé. Dans les premières années, on enchaînait les manches, puis on faisait des 1 raid parfois au milieu, etc. Là, aujourd'hui, on a vraiment bien ciblé. On fait des journées stadium, un peu comme on faisait en Diam 24, des journées stadium, donc avec un départ reaching ou un départ au pré selon les conditions de vent. Voilà, avec des parcours assez petits, et la manche va durer entre 15 à 18 minutes, 25 minutes maxi. Donc là, on est sur des formats un peu 7GP, si vous voulez, un petit peu plus grands, parce que nous, on n'est pas contraints par la presse et la télévision. Donc voilà. Et après, on a des journées où on va faire de la longue distance, des raids. Ça, moi, c'est ce que j'adore le plus. Le stadium, c'est génial, mais dès qu'on commence à mettre de la distance et qu'on arrive à trouver, parce que quand même, les bateaux volants, il faut quand même réussir à trouver un environnement sans trop de mer, quoi, parce que ces bateaux-là, c'est pas du tout fait pour être avec de la vague. Mais si on arrive à trouver un plan d'eau assez loin, faire de la distance, voilà, c'est juste incroyable. Quand vous tapez des bords 10 minutes à 32 nœuds, c'est un kiff de Ça malade. donne envie. C'est un kiff de malade. On Donc, va bien le croire, ouais. ah ouais, là, il y a pas franchement, il y a pas d'équivalent, quoi. Donc là, en général, on fait une journée où on fait que du raid. Alors, ça peut se traduire 2 raids dans la journée, ou un grand trait, voilà, où là, il y a une partie navigation que nous, les Français, on adore. Les étrangers aiment un peu moins.
Ouais. Bizarrement, les Anglais sont beaucoup plus branchés stadium. Ils ont tous une culture de l'olympisme et de la Coupe de l'Amérique, et c'est vrai que dès qu'on les met à faire plus de 5000, ça les déstabilise un peu. Par contre, la plupart du temps, quand ils rentrent le soir, ils sont comme des fous, quoi, parce qu'ils ont vécu un truc de malade. Donc voilà, petit à petit, on crée ça aussi avec les Anglo-Saxons, et je pense qu'ils vont aimer de plus en plus la longue distance aussi. Donc c'est bien d'avoir les deux formats, et je trouve que c'est hyper riche, quoi. Donc voilà. Pierre, vous vouliez réagir? Oui, effectivement, moi, ça me fait penser à ce que tu disais, Kinou. Je me rappelle du Tour de l'île de Wight cette année, qui était juste incroyable, où effectivement, vous êtes rentré en un seul bord, en direct, en une vingtaine de minutes, voilà, de la pointe de Watt Devant qui est bon, quoi. devant Quiberon. C'était vraiment, Ouais, c'était génial. super. Ouais. C'était un gros run, et c'était vraiment chouette, ouais. Et puis, je voulais rappeler, oui, aussi par rapport à, effectivement, il y a une domination de l'équipage Team Pro cette année, mais c'est vrai que, voilà, on a bien vu à la Falling Week du lac de Garde, il y a quand même 4, voire peut-être 5 équipages qui ont quand même gagné une manche, quoi, dans des conditions assez variées. Donc, on voit quand même que là, il y a une grosse concurrence quand même, voilà, ça se resserre. Et puis voilà, chacun aujourd'hui, enfin, ouais, pas mal d'équipages aujourd'hui peut gagner comme une manche, quoi. Après, effectivement, ce qui compte, on voit bien, c'est la régularité. C'est vrai que sur un événement, ouais, il y a souvent au moins 5 manches par jour peut-être ouais, sur 4 jours, ça fait quand même un bon paquet de manches. Au final, on est souvent à, ouais, au moins une quinzaine de manches, 15-20 manches peut-être, sur la totalité d'un événement. Donc, faut aussi beaucoup de régularité, et c'est là où on voit qu'effectivement, c'est les équipages qui ont effectivement le plus de vécu et le plus de cohésion, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, quoi. Ça, Bien sûr. Vous parlez de Foiling Week, Pierre, et justement la transition est toute faite. Est-ce que, donc le circuit a été pour la première fois en Italie cette saison. Est-ce c'est pas la qu'aujourd'hui première fois. non, ah oui, c'était pas la première fois, excusez-moi. Est-ce que justement, pour la saison prochaine, est-ce que vous avez déjà, le calendrier, établi pour la saison 2023? Et est-ce qu'il y aura des nouvelles épreuves, ou est-ce que vous continuez à vous greffer sur des événements existants la plupart du temps, sauf à La Rochelle en l'occurrence, où c'est un événement spécial ETF? Ouais, donc on va, alors on essaye de pas tout chambouler, mais ce qui est prévu, c'est effectivement de garder la plupart des événements de cette année. Donc le Spi West France notamment. Il y aura la Falling Week, il y aura il y aura La Rochelle, et puis en dehors, on va effectivement, l'objectif, c'est de s'internationaliser un peu plus, et d'avoir un autre événement, et voilà, on l'espère notamment, pourquoi pas en Espagne. Espagne, à Barcelone, prochaine ville hôte de la Coupe de l'América. Donc ça, voilà, ça a tout son sens d'arriver à faire un événement là-bas. Ce serait vraiment chouette, ouais. Donc on reste sur un format à 5-6 événements Ah, sur l'année, c'est ça? c'est ça, ouais, ouais. D'accord. Et au niveau des équipes, donc vous me disiez, une dizaine d'équipes, normalement l'année prochaine, quoi? Oui, 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 on est bien confiant pour avoir, oui, oui, je pense, 10 équipes l'année prochaine, ouais. Mathieu, Jean-Christophe, est-ce que vous serez du circuit, l'année prochaine? Mathieu, tu parlais d'année de transition, j'imagine que c'est une année de transition, c'est pour rebondir l'année suivante? L'objectif est de continuer à s'inscrire dans la durée sur ce circuit? Ouais, absolument. Comme je disais, moi je crois beaucoup en ce circuit, en ce bateau que j'adore. Et en plus, les partenaires qui sont présents à mes côtés cette année sont plutôt contents. En fait, on n'en a pas beaucoup parlé pendant le podcast, mais l'avantage aussi de ce bateau-là, c'est de pouvoir faire des RP avec les partenaires. Et c'est quand même un des seuls bateaux à foil où tu peux facilement faire des semaines dédiées pour soit les salariés, les collaborateurs, des sponsors, et où on embarque en fait des personnes qui n'ont le plus souvent jamais fait de voile.
Donc c'est super intéressant de pouvoir les faire voler à plus de 30 nœuds et comment de leur faire découvrir un peu le bateau à travers ces bateaux magiques. Donc ouais, je pense que les partenaires sont plutôt contents. En plus, la classe en plein essor, ben voilà, ça donne envie d'aller voir ce qui se passe l'année prochaine. Et là, ce que j'ai commencé à créer avec l'équipe, bah, je le répète, hein, mais sans eux, c'est pas grand, le projet n'est pas grand chose, mais avec Valentin, Gurvan et Franck, bah voilà, l'objectif, c'est de se réunir l'année prochaine pour gagner le circuit. Donc là, c'était un peu la genèse du projet, et maintenant, eh ben, on va pouvoir accélérer le mouvement pour pouvoir aller battre Team Pro l'année prochaine. Bon, Jean-Christophe, la pression est sur toi. Est-ce que est-ce que Team Pro, défendra son titre, que vous allez probablement gagner, en 2023? Écoute, je l'espère. Maintenant, il n'y a rien de décidé. C'est l'aventure entre sponsors et navigants. Donc, tant qu'on n'est pas réunis et on s'est pas posé la question entre nous, donc voilà, on peut pas y répondre. Mais bien sûr que moi j'ai envie. Mais voilà, je suis pas seul à décider et on suivra le train. On verra. Tu confirmes ce que disait Mathieu, c'est quand même un support, pour les relations publiques qui est vraiment intéressant? Ah ouais, c'est un support incroyable. C'est un support incroyable et je pense que malheureusement, mais il y a beaucoup de supports, notamment en course au large, où les bateaux aujourd'hui sont tellement pointus qu'il est très très difficile d'amener des clients quoi, ou avec et je- alors que ce support-là, c'est une sorte les gens viennent faire un tour de manège quoi, et ils ressortent avec une expérience sans équivalent. Et ouais, c'est vraiment. Enfin, moi je trouve que c'est un support qui est magique et qui pourrait se démocratiser dans beaucoup d'écuries, type IMOCA ou le Team, pour avoir ce support pour pouvoir amener leurs clients en parallèle du gros bateau, quoi, sans problème. Juste un mot sur vos 2 autres activités, Mathieu, Jean-Christophe. Vous n'êtes pas du coup à 100 j'imagine sur ce projet à l'année. Jean-Christophe, en dehors de suivre la progression de tes enfants, Tim, Lou, donc on rappelle que Tim est en préparation olympique en NACRA. Lou, vient d'être, championne du monde de NACRA 15, hein, si je Ouais, me c'est ça. trompe Ouais. pas. Mm. Est-ce que tu navigues sur d'autres supports? Quelles sont, tes autres activités, à l'année? Ouais, en fait, jusqu'à maintenant, je faisais en moyenne 3 supports dans un souci sportif, mais aussi souci économique. Donc j'avais en moyenne trois supports sur lesquels je faisais l'année. Et là, cette année, je suis passé à 2. Donc j'ai le TF26 Team Pro et je suis sur le Team Zulu en GC32. Voilà, où je joue deux rôles dans le team. Je joue le rôle de barreur à l'entraînement quand Eric Maris, le propriétaire de l'écurie, n'est pas là pour des raisons professionnelles. Et après, pendant les courses, je coach. Donc voilà, donc on a le circuit GC. Et puis cette année, j'ai essayé de amorcer une nouvelle activité. Je pratique énormément le wingfoil, tout ce qui vole, j'adore. Et donc je me suis associé avec une école de kite et j'ai monté mon activité wingfoil. Et voilà, cet été, j'ai enseigné le wingfoil au plus grand nombre, donc j'ai fait voler beaucoup de gens avec énormément de sourires. Et j'ai trouvé l'expérience très 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 enrichissante. Voilà, donc voilà mes principales activités professionnelles pour cette année. L'année prochaine, ça peut encore évoluer parce que je me suis pas décidé à 100% et c'est vrai que j'ai de la demande en termes de coaching sur des projets et je me pose la question, est-ce que je repars pas à fond sur des projets aussi en termes de coaching pour voilà, donc 2023 pour l'instant, c'est encore une page qui est en train de s'écrire pendant l'automne là, et je serai un peu plus fixé, je pense à la fin de l'automne quoi. Et c'était où cette école de voile pour ceux qui veulent recevoir une On est masterclass de Kenny Mourniac en wing? on est basé à Port-Aliguin, à Quiberon. C'est l'école, elle s'appelle Happy Kite. Et voilà, on nous trouve sur Internet ou sur place, quoi.
Et puis à partir de là, on a différentes formules, des formules débutants, des formules de perfectionnement autour de la wing. On a des e-foils aussi, et en fait, on a une progression pour les gens pour que au bout de, on va dire, 4 heures à 6 heures d'activité, on arrive à les faire voler. Et ouais, avec toute modestie, j'ai fait voler beaucoup de gens, et à chaque fois, ça a été une sensation incroyable, aussi bien pour eux que pour moi, parce que malgré tout, il faut être derrière et il faut pas les lâcher. Il y a une sensation de vol quand tu passes de l'archimédien au vol. C'est exactement comme quand tu es dans un avion. À un moment donné, tous tes repères changent et il y a une vraie bascule, et faire basculer les gens à cette sensation-là, c'est sympa. C'est vraiment très sympa. Mathieu, de ton côté, quels sont les éventuels autres projets? Est-ce que tu as d'autres projets voile en plus de ce projet ETF? Ouais, moi je navigue aussi pour l'équipe Primonial en Ocean 50. Donc on a fait la saison cette année. C'est quand même un support qui est super sympa aussi dans les formats de course, avec une densité qui est incroyable également, donc et des machines qui sont vraiment sympas. Je prends beaucoup de plaisir à naviguer en Ocean 50, et je navigue aussi pour un 60 pieds dans le sud. Donc voilà, donc ça me fait une grosse saison chargée en plus de la gestion du projet ETF, mais c'est vrai que à terme, si je pouvais avoir beaucoup plus de jours à naviguer sur le TF, ce serait idéal. Donc l'objectif c'est ça, c'est dans l'hiver là de réussir à réunir un budget pour pouvoir commencer à s'entraîner assez tôt et pouvoir ouais, passer un peu plus de temps sur l'eau à voler sur le Bon, TF26. avis aux sponsors intéressés. Ouais. Pierre, on finit par vous. Donc, vous disiez, hein, c'est votre première incursion dans l'univers de la voile de compétition. Quel est le premier bilan que vous faites de cette saison? Et est-ce que ça vous donne ça vous donne envie d'aller plus loin dans les ETF, bien sûr, mais évidemment éventuellement sur d'autres circuits? Oui, ouais, le bilan est vraiment positif. C'est vraiment ce que je cherchais. Pour moi, c'est un bol d'air incroyable. Et puis voilà, c'est un milieu qui me passionne depuis toujours. Donc voilà, vraiment mettre un pied dans ce milieu, et voilà, aux côtés de tous ces champions aussi. Voilà, c'est vraiment hyper enrichissant aussi, et vraiment sympa à vivre. Donc cette année, c'était aussi un peu une année de transition pour moi. J'étais pas à 100% aussi sur la partie ETF, puisque je termine aussi mon ancienne activité là en fin d'année. Donc l'année prochaine, voilà, j'aurai un peu plus de disponibilité aussi, et de temps vraiment pour à la fois sur la partie technique, et puis sur effectivement la partie partenariat. Donc il y a beaucoup de choses, énormément de choses à faire effectivement au sein du circuit ETF 26 déjà, je pense, dans les quelques années à venir là, pour faire effectivement, pour donner un peu une nouvelle dimension à ce circuit. Et puis je pense que là, aujourd'hui, il est clairement méconnu, malheureusement, je pense, notamment en France, et pas apprécié, je pense, à sa juste valeur. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal il y a du boulot à faire pour effectivement lui redonner un petit peu une bonne image, et lui vraiment relancer une belle dynamique sur ce circuit. Donc voilà, donc je pense que déjà ça va bien m'occuper pendant quelques temps là. Mais après, oui, effectivement, moi je m'inscris à plus long terme sur effectivement voilà, essayer de gérer aussi, pourquoi pas d'autres à l'avenir, monter aussi moi j'ai besoin de monter en compétences, et puis d'aller pourquoi pas coacher, enfin manager d'autres, pourquoi pas d'autres projets sportifs par la suite. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Ouais. Eh bien, très bien. Eh ben, on espère que cet épisode de Pause Report aura contribué à faire parler de ce circuit ETF 26, et attirera des nouvelles équipes, des nouveaux marins sur ces bateaux qui volent quand même à plus de 30 nœuds, comme le disait Jean-Christophe. Je vous remercie en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cet épisode. Je vous souhaite Merci. une Merci bonne, beaucoup. Merci, ouais. un bon foiling event à La Rochelle la semaine prochaine dans le cadre du Grand Pavois. Et quant à nous, on se retrouve
la semaine prochaine pour le 88e épisode de Pod Report. Bonne journée à tous les trois. Merci beaucoup, au revoir. Merci Axel. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!